il y a des idées de films qui paraissent presque trop grandes pour tenir dans une seule phrase. Des soldats américains perdus dans la jungle vietnamienne en 1968. Une mission classée secret. Puis, au milieu des arbres, des empreintes qui ne devraient pas exister, des plumes immenses et des prédateurs disparus depuis des millions d'années. Primativoire par-delà. Pas d'une promesse discrète, pas d'un petit mystère élégant, mais d'un choc entre le film de guerre, la science-fiction et le cinéma de créature. C'est le genre de pitch qui peut faire sourire avant même que l'image commence. Et c'est précisément ce sourire, un peu incrédule, que le réalisateur Luc Spark transforme en invitation. Et si l'on prenait cette folie au sérieux pendant 2 heures? Le titre français officiel reste Primitivoire. C'est aussi le titre utilisé par Allociné, qui référence le film australien de 2025 sans lui donner de date de sortie française précise. Ce détail compte parce qu'il place le film dans une position étrange pour le public francophone. Il existe sur les radars des amateurs de fantastique et de dinosaures, mais il n'a pas bénéficié du grand lancement hexagonal qui accompagne les franchises les plus connues. Son nom anglais n'est donc pas un effet de style, c'est le nom sous lequel l'œuvre circule. Et, finalement, il lui va bien. Il annonce quelque chose de brut, de militaire, d'antérieur à toute civilisation, sans prétendre être une reconstitution classique de la guerre du Vietnam. Primitivoire est un long-métrage australien réalisé et coécrit par Luc Spark, cinéaste australien déjà familier de la science-fiction d'action grâce à la série Occupation. Le scénario adapte le roman de science-fiction militaire Primitivoire, Opiate Undertow, publié en 2017 par l'écrivain américain Ethan Pettus. Pettus a participé à l'écriture de l'adaptation, ce qui explique peut-être que le film ne donne jamais l'impression de partir d'une simple affiche publicitaire, avec des dinosaures et des fusils. Il y a derrière l'idée une mythologie, des personnages, une logique de survie et une envie très nette de pousser le concept jusqu'au bout. On peut trouver l'ensemble excessif, bien sûr, mais le film ne se moque pas de son propre excès. L'époque choisie est essentielle. Le Vietnam de 1968 n'est pas ici une décoration interchangeable. C'est une guerre déjà associée, dans l'imaginaire du cinéma américain, à la confusion, à la végétation qui cache le danger, aux ordres venus d'en haut et au sentiment de marcher dans un territoire dont personne ne maîtrise les règles. Dans un film de guerre conventionnel, l'ennemi peut être invisible derrière les feuillages. Dans Primitivoire, cette invisibilité prend une forme presque absurde, puis terrifiante. Le danger a des griffes, des mâchoires, parfois des plumes, et il ne répond à aucune stratégie militaire. Le film détourne ainsi un code très connu. La jungle ne cache pas seulement des adversaires humains, elle semble avoir retrouvé une époque plus ancienne que l'humanité elle-même. Ce déplacement change immédiatement le regard porté sur les soldats. Ils ne sont pas des héros invincibles qui arrivent avec une technologie supérieure. Leurs armes, leurs radios et leur entraînement restent utiles, mais ils deviennent soudain insuffisants. Face à un animal qu'ils ne comprennent pas, l'expérience de combat ne garantit plus rien. C'est une idée simple, mais très efficace. Dans les films de dinosaures, la puissance humaine est souvent ramenée à sa taille réelle. Ici, le contraste est encore plus frappant parce que l'uniforme militaire symbolise normalement l'organisation, la hiérarchie et la maîtrise. Or, la vallée, où se déroule l'action, avale progressivement toutes ces certitudes. Le film suit une unité de reconnaissance surnommée Vulture Squad. Sa mission consiste à retrouver le destin d'un groupe de bérets verts portés disparus dans une vallée isolée. Dans les premières minutes, les informations sont volontairement rares. Un colonel, Jericho, donne les ordres. Les hommes reçoivent une destination, mais pas de véritable explication. Cette absence de clarté n'est pas seulement un mécanisme de thriller. Elle prépare l'un des sujets les plus intéressants du film, le rapport entre ceux qui prennent les décisions à distance et ceux qui paient physiquement le prix des secrets. Les soldats ne savent pas tout, le spectateur non plus. Nous avançons donc avec eux, pas à pas, dans une histoire qui promet de devenir de moins en moins raisonnable. Ce qui frappe, c'est que Primitivoire ne cherche pas à imiter le ton familial des grandes aventures préhistoriques. Il s'adresse plutôt à un public de films d'action horrifiques, avec une classification américaine R et une violence de créatures assumée.
Cela ne signifie pas que le film se réduit au sang ou au bruit. Cela veut dire que Lux Park ne construit pas son suspense sur l'idée que tout le monde sera forcément épargné. Dès qu'une équipe entre dans cette jungle, l'enjeu devient concret. Les liens entre les personnages comptent parce que personne ne semble protégé par le simple fait d'avoir un nom au générique. Cette dureté place le film plus près du survival que du parc d'attractions. Il serait facile de comparer immédiatement Primitive War à Jurassic Park, tant les dinosaures au cinéma appellent ce rapprochement. Pourtant, la comparaison éclaire surtout les différences. Le film de Steven Spielberg organise d'abord la découverte, l'émerveillement, puis la fuite. Chez Lux Park, la découverte est beaucoup plus sale, plus nerveuse, presque toujours liée à une menace. Le point de départ n'est pas un laboratoire ouvert aux visiteurs, mais une opération militaire cachée dans une guerre réelle. Les dinosaures n'arrivent pas comme une promesse de spectacle contrôlé. Ils sont déjà là, hors champ, et leur présence ressemble à une erreur que personne ne peut remettre dans sa boîte. Le mot « guerre » dans le titre ne désigne pas seulement la guerre du Vietnam. Il annonce aussi une guerre entre des façons de voir le monde. D'un côté, des hommes pensent pouvoir cacher une expérience, utiliser une découverte et la convertir en avantage stratégique. De l'autre, la nature préhistorique, même arrivée ici par une explication de science-fiction, refuse de se comporter comme une arme bien rangée. Le film s'intéresse donc moins à la question scientifique de savoir si le voyage temporel est plausible, qu'à une question plus directe. Que se passe-t-il quand des militaires découvrent quelque chose de trop dangereux pour rester sous contrôle? Dans cette optique, les dinosaures deviennent une conséquence de l'orgueil humain autant qu'une attraction de genre. Il faut aussi parler de la durée. Primitive War dure environ 2 heures et 13 minutes, ce qui est généreux pour une production indépendante de créatures. Certains spectateurs y verront une vraie qualité. Le film prend le temps de faire exister une équipe avant de la jeter dans le chaos. D'autres sentiront que le récit s'étire entre 2 affrontements. Les 2 réactions sont défendables. Mais cette durée montre au moins l'ambition de Lux Park. Il ne voulait manifestement pas livrer un petit épisode vite consommé. Il voulait une aventure de guerre complète, avec un groupe, une mission, des trahisons, une explication et une sortie qui ouvre encore le monde du film. Pour un public français, le contexte demande un peu de prudence. Primitive War utilise le Vietnam comme cadre d'un récit fantastique. Il ne remplace pas un documentaire ni les grands films qui interrogent frontalement les traumatismes de cette guerre. Il faut le prendre pour ce qu'il est. Un film de genre qui emprunte à l'imagerie militaire, aux tensions de la guerre froide et à l'angoisse de la jungle. Cette distinction évite de lui demander une profondeur historique qu'il ne cherche pas toujours à atteindre. En revanche, elle permet de voir ce que le film fait réellement, transformer une mission de sauvetage en cauchemar préhistorique et demander aux spectateurs d'accepter le voyage. Et, honnêtement, l'idée a quelque chose de réjouissant. À une époque où beaucoup de films annoncent leur univers entier avant même d'avoir raconté une histoire, Primitive War arrive avec une proposition lisible en 10 secondes. Une escouade, une vallée, des dinosaures. Puis il ajoute assez de détails pour que cette simplicité ne devienne pas vide. Les personnages parlent, hésitent, se perdent, se soutiennent. La menace change de forme. Les enjeux dépassent peu à peu le seul objectif de survie. On n'est pas devant une œuvre qui prétend réinventer le cinéma de guerre. On est devant une œuvre qui cherche une combinaison que personne n'avait exactement tentée de cette façon. Le meilleur moyen d'entrer dans Primitive War est donc de laisser de côté la question « Est-ce crédible ?» Le film connaît déjà la réponse. Non, pas au sens réaliste. Sa vraie question est plutôt « Est-ce que vous avez envie de suivre ces personnages assez loin pour découvrir jusqu'où cette idée peut s'aller ?» Si la réponse est oui, le premier pas est très clair. Il faut accompagner Vulture Squad au moment où elle quitte la base avant que les certitudes ne tombent une à une. Car derrière le titre et les affiches, il y a surtout une mission dont les hommes ne connaissent pas encore le prix. À partir de maintenant, il faut franchir la ligne des révélations. Si vous voulez découvrir Primitive War sans connaître la cause de ce qui se passe dans la vallée, c'est le moment de faire une pause. Pour les autres, allons-y franchement. Le film ne repose pas sur l'idée d'un monde préhistorique caché depuis toujours sous les arbres.
Il propose une explication de science-fiction beaucoup plus large. Les dinosaures sont arrivés dans le présent à cause d'une expérience soviétique qui a ouvert une brèche. Ce choix est énorme, volontairement énorme. Il fait basculer le récit d'un simple film de survie dans une histoire de guerre froide, de science folle et de conséquences qui pourraient dépasser la vallée. Sophia Wagner connaît cette histoire de l'intérieur. Ce n'est pas une scientifique apparue par hasard au milieu d'une poursuite, uniquement pour donner une explication au public. Elle est liée au projet essai que le général soviétique Grigori Borodin a fait de la zone un laboratoire militarisé. Au cœur de l'installation se trouve un accélérateur de particules capable, selon le film, de produire des passages entre les époques. L'objectif n'était pas de remplir la jungle de prédateurs. Il s'agissait de posséder une technologie qui permettrait de déplacer des forces là où l'on ne les attend pas. Les dinosaures sont la conséquence d'un premier essai qui échappe au contrôle, pas l'arme soigneusement choisie par des officiers rationnels. Borodin n'est donc pas seulement l'homme qui a provoqué une catastrophe. Il représente la croyance selon laquelle un pouvoir, même dangereux, vaut la peine d'être conservé si l'ennemi pourrait s'en emparer. Cette croyance ne s'arrête d'ailleurs pas à la frontière soviétique. Lorsque Baker parvient à contacter Jericho et demande une extraction, l'ordre venu de la hiérarchie américaine n'est pas une simple consigne de sauvetage. Jericho veut que l'installation reste intacte jusqu'à l'arrivée de renforts. En clair, les Américains veulent eux aussi récupérer ce pouvoir. Le film fait alors glisser la menace. Les dinosaures sont terrifiants, mais l'appétit des autorités pour l'objet qui les a amenés l'est presque autant. Ce moment est important parce qu'il donne une fonction morale au personnage. Vulture Squad avait été envoyée pour obéir à une mission. Elle doit maintenant choisir ce qu'elle accepte de protéger. Détruire la machine peut sembler la décision évidente pour un spectateur assis en sécurité. Pour les soldats, c'est plus complexe. Ils ont reçu des ordres, ils évoluent dans une guerre où l'information leur échappe et ils savent que désobéir à un colonel aura un prix. Pourtant, la présence de Sophia rend la décision plus claire. Elle a vu ce que le projet a fait à ses collègues et à sa propre vie. Son avertissement ne ressemble pas à une théorie abstraite, c'est le témoignage de quelqu'un qui comprend que le dispositif ne peut pas être contrôlé durablement. Le scénario gagne ici une dimension de compte à rebours. Il ne suffit plus de trouver une route hors de la jungle. Il faut déterminer si les survivants pourront empêcher la brèche de provoquer une catastrophe plus vaste. Les créatures sont déjà dispersées dans la vallée. Si le mécanisme continue de fonctionner, rien ne garantit que le problème restera local. C'est une escalade classique dans la science-fiction, mais elle fonctionne parce qu'elle s'appuie sur un changement d'échelle très concret. Au début, un homme cherche ses camarades. Plus tard, le groupe se retrouve responsable d'une décision qui concerne potentiellement le monde entier. La mission n'a pas changé de nom, elle a changé de poids. Dans le même temps, le film n'oublie pas son plaisir de créature. Les Deinonychus reviennent comme une menace rapide et collective, tandis que les tyrannosaures imposent une autre forme de danger. Primitive War montre aussi des ptérosaures, notamment des Quetzalcoatlus, et laisse apparaître d'autres herbivores dans ce nouvel écosystème impossible. Cette variété donne à la vallée une identité plus riche qu'une simple arène avec un seul monstre. Les animaux n'ont pas tous le même comportement, ni la même échelle, ni le même rôle dans le suspense. On sent que le film veut peupler son monde, même lorsque ses moyens limitent parfois la précision des effets numériques en pleine lumière. Le point essentiel, c'est que les dinosaures ne sont pas présentés comme des soldats programmés. Ils vivent, protègent leurs petits, chassent, fuient ou défendent un territoire. L'être humain cherche sans cesse à les interpréter à travers la logique de la guerre. Alliés, obstacles, armes, cibles, eux ne jouent pas à ce jeu. Cette différence rend certaines scènes plus fortes que si le film avait simplement utilisé des monstres inventés. Un tyrannosaure n'est pas moralement du côté des héros. Il est un animal déplacé de son temps, jeté dans une guerre qui ne lui appartient pas. Le film peut être très violent, mais il laisse aussi passer cette idée. L'intrusion humaine a détruit l'ordre naturel autant qu'elle a mis des soldats en danger. La relation entre Sophia et Baker devient alors le centre humain du récit. Elle connaît le projet, lui connaît les réalités d'une unité envoyée au feu. Aucun des deux ne peut avancer seul.
Sophia a besoin de la protection et de la capacité d'action du groupe. Baker a besoin d'une vérité que ses supérieurs lui ont refusée. Leur alliance ne repose pas sur une romance imposée ou sur une opposition automatique entre l'américain et la soviétique. Elle se construit à partir d'un problème partagé. Tous deux comprennent que le général et le colonel raisonnent en termes de puissance, alors qu'eux voient les corps, les pertes et la vallée qui se désagrègent sous leurs yeux. Ce changement de perspective donne au film un vrai conflit, pas seulement une succession d'attaques. On peut aimer ou non l'explication du voyage temporel, la trouver généreuse ou trop folle, mais elle oblige les héros à choisir entre une logique militaire et une logique de survie. Garder le dispositif intact, c'est peut-être obtenir un avantage. Le détruire, c'est renoncer à un pouvoir extraordinaire tout en risquant de désobéir. Primitive War ne fait pas de cette décision une grande leçon solennelle. Il la place dans l'urgence, entre deux assauts et dans un environnement où personne n'a le temps d'écrire un rapport. Cette simplicité est cohérente avec son style. La montée finale rassemble les différentes forces en présence. Les survivants de Vulture Squad, Sophia, les soldats soviétiques et les animaux libérés par l'expérience. Les alliances deviennent instables. Certains personnages comprennent que Borodin les a conduits dans une impasse. D'autres restent fidèles à l'objectif initial jusqu'à ce que la situation les dépasse. Le film ne cherche pas la subtilité politique la plus fine. Il utilise les tensions de la guerre froide comme combustible dramatique. Ce qui compte, c'est de voir des personnages formés poursuivre un camp, découvrir que les camps eux-mêmes poursuivent une folie similaire. Dans la vallée, l'uniforme ne protège plus personne d'un choix mauvais. Les sacrifices qui jalonnent cette dernière partie sont racontés comme les conséquences d'un collectif, pas comme des numéros de bravoure isolés. Chaque disparition réduit le groupe et modifie son équilibre. Le film s'attache particulièrement à l'idée que des soldats deviennent une famille dans des circonstances extrêmes. Ryan Quanten a expliqué après le tournage que les acteurs avaient cherché à créer une véritable histoire commune pour que cette cohésion se sente à l'écran. Le résultat n'efface pas toutes les faiblesses d'écriture, mais il aide certaines pertes à avoir plus de poids que ne le laisserait prévoir un simple film de monstres. On voit des hommes réagir à l'absence de l'un des leurs, pas seulement compter les survivants. La destruction de l'installation ne ferme pas complètement le monde de Primitive War. C'est une décision logique. Si la brèche a déjà déplacé des animaux hors de leur époque, la solution ne peut pas rendre le passé intact par magie. Le film laisse entendre que les dinosaures commencent à quitter la vallée. Ce choix donne une saveur presque apocalyptique à la fin. Les héros peuvent empêcher la machine de continuer, mais ils ne peuvent pas effacer tous les dégâts. Cette nuance est plus intéressante qu'un bouton de réinitialisation. Elle transforme la victoire en réparation incomplète. Et elle explique aussi pourquoi une suite a été annoncée pour 2027. La vallée concentre les obsessions du récit. Secret militaire, rivalité entre puissance, science mal utilisée et loyauté sous pression. Cette concentration donne à l'histoire une forme de piège moral. Personne ne sort vraiment indemne d'un endroit où les ambitions des États ont libéré ce qu'elles ne peuvent désormais plus contenir seules. Après avoir parlé du secret, il faut maintenant revenir au visage. Un concept aussi spectaculaire ne fonctionne que si l'on se soucie un minimum des gens qui traversent la boue, prennent les mauvaises décisions et tentent de sauver les autres. Primitive War a réuni un casting international autour d'un noyau largement australien. Dans la prochaine partie, nous allons regarder comment chaque interprète aide cette escouade à exister, avec ses réussites, ses raccourcis et son étrange chaleur humaine. Quand on pense à Primitive War, on imagine d'abord les dinosaures. C'est normal, le film vend cette collision impossible entre la guerre du Vietnam et la préhistoire. Mais une créature, même spectaculaire, ne suffit pas à porter un long métrage de plus de 2 heures. Il faut des visages, des voix, des gestes qui donnent une raison de s'inquiéter lorsque le groupe se sépare. Le film le sait. Il commence par installer une bande de soldats dont les caractères se dessinent moins par de grands monologues que par la manière de plaisanter, d'obéir, de se méfier ou de se taire. Ce n'est pas toujours détaillé autant qu'on le voudrait, mais le principe tient. Avant la panique, il faut faire sentir une équipe. Ryan Quanten est la pièce centrale de cet équilibre.
L'acteur australien porte Baker avec une retenue qui convient bien au personnage. Il ne joue pas le chef comme une machine à réplique héroïque. Il privilégie l'attention aux autres, la fatigue qui se cache derrière la discipline et les hésitations d'un homme forcé de décider sans disposer de toutes les données. Cette approche donne à Baker une humanité utile. Quand il défie un ordre ou accepte de suivre Sophia, on comprend que son choix n'est pas celui d'un rebelle fabriqué pour le cinéma. Il vient d'un soldat qui mesure soudain le fossé entre la mission reçue et ce qu'il voit réellement sur le terrain. Quentin avait déjà interprété des personnages physiques et impulsifs dans des séries et des films très différents, mais Primitive War lui demande surtout de tenir le cadre émotionnel du récit. Il doit croire aux effets, aux explosions, aux créatures qui seront souvent ajoutées après le tournage, tout en gardant une présence assez calme pour que les autres acteurs puissent s'appuyer sur lui. C'est le défi habituel du cinéma de monstres. Regarder un point vide, réagir comme si une masse de plusieurs tonnes avançait, puis retrouver immédiatement la relation avec ses partenaires humains. Quand cela fonctionne, le spectateur oublie le dispositif. Chez Quentin, la crédibilité vient moins du spectaculaire que de sa manière de surveiller le groupe. Tricia Helfer apporte à Sophia Wagner une énergie très différente. Connue du grand public pour Number 6 dans Battlestar Galactica, l'actrice canado-américaine possède une présence qui convient au personnage, dont on ne sait pas tout immédiatement. Sophia arrive avec un savoir que les autres n'ont pas et avec une méfiance qui pourrait facilement la rendre froide. Helfer choisit plutôt de montrer une femme sous pression, affectée par ce qu'elle a découvert et déterminée à empêcher que l'expérience continue. Son personnage porte beaucoup d'explications, ce qui est un piège dans ce type de récit. Elle doit transmettre des informations tout en restant une personne. Le film n'évite pas toujours la lourdeur de l'exposition, mais Helfer lui donne une gravité bienvenue. Le rapport entre Sophia et l'escouade évite aussi une facilité fréquente. Elle n'est pas là pour être sauvée à chaque scène, ni pour devenir une simple récompense émotionnelle du héros. Elle connaît l'instation, ses responsables et la mécanique du désastre. Les soldats ont les armes et les réflexes de terrain, mais elle possède les connaissances qui rendent une sortie possible. Cette complémentarité crée une alliance plus intéressante que le vieux schéma où un militaire explique tout à une scientifique ou l'inverse. Dans Primitive War, chacun a besoin de l'autre, et cette dépendance mutuelle donne une direction au dernier tiers du film. Jeremy Piven, acteur américain associé pour beaucoup à la série Entourage, incarne le colonel Jericho avec une énergie volontairement appuyée. C'est un personnage d'autorité qui parle fort, qui cache des informations et qui pense d'abord à la valeur stratégique de ce qui se trouve dans la vallée. Piven n'essaie pas de rendre Jericho aimable. Il lui donne l'assurance presque théâtrale d'un homme convaincu que les autres doivent suivre son calcul. Cette performance peut diviser. Certains apprécieront ce côté grandiloquent, parfaitement à l'aise dans un film qui mélange les genres. D'autres le trouveront trop marqué. Mais le personnage a une fonction nette. Montrer que les dangers, les plus absurdes, trouvent toujours quelqu'un pour vouloir les posséder. Nick Wexler joue Eli Taylor, l'un des membres les plus solides du groupe autour de Baker. Son travail est discret, et c'est souvent une qualité dans une escouade où personne ne doit voler toutes les scènes. Wexley apporte à Ellie une présence d'homme qui a déjà vu assez de missions pour comprendre quand l'ordre reçu ne sent pas bon. À ses côtés, Aaron Glennan interprète Logan Stovall, tandis qu'Anthony Ingruber donne à Gerald Keyes une nervosité et une intensité qui rendent certaines séquences plus physiques. Le film ne donne pas toujours à chacun le même espace, mais ces interprètes permettent au groupe de ne pas se réduire à des silhouettes en uniforme. Carlos Sanson Jr. joue Léon Verne, le plus jeune opérateur radio. Son rôle est particulièrement utile parce qu'il introduit une vulnérabilité différente de la simple peur. Léon connaît la procédure, mais il découvre que la procédure ne couvre pas tout. Dans une fiction militaire, le jeune membre de l'équipe peut devenir une figure trop prévisible. Sanson évite en partie ce piège en jouant l'attention et la volonté de ne pas laisser tomber les autres. Sa relation avec Baker n'a pas besoin d'être expliquée dans chaque dialogue. Elle se lit dans les moments où le chef ralentit pour lui, où Léon écoute, puis où il doit à son tour prendre des initiatives. Albert Mwangi
Adolphus Whaley et les autres membres de l'unité complètent cette mosaïque. Charlie Miller, Xavier Wise, Keyes et Stovall sont définis par des bribes de passé, des habitudes, des réactions plutôt que par de longues biographies. C'est un choix typique du cinéma d'équipe. Il privilégie la sensation d'un groupe réel à la construction minutieuse de 7 héros autonomes. Cela a un coût, le public peut parfois souhaiter connaître davantage certains hommes avant que le danger ne les emporte. Mais cela a aussi un avantage. La patrouille paraît occupée, vivante, pleine de relations qui existaient avant que le film commence. On n'a pas l'impression que les personnages ont été créés seulement pour attendre leur scène de disparition. Le casting adverse participe lui aussi à la couleur du film. Jeremy Lindsay Taylor incarne le général Borodin, moteur du projet soviétique. Ben Corlett joue Nikita, Monsieur G. Kokolis joue Sergei et Anatu Nguyen tient le rôle de Konnen. Ces personnages prolongent le conflit de la vallée sans le simplifier complètement en affrontement national. À mesure que la situation devient incontrôlable, certains comprennent qu'ils ont été instrumentalisés par une ambition qui dépasse leur propre survie. C'est une idée que le film aurait pu développer davantage, mais elle donne à ces rôles une fonction autre que celle de simple cible ou obstacle. Dans une guerre où tout le monde veut le dispositif, personne n'est vraiment à l'abri de ses conséquences. Le film bénéficie surtout d'un casting capable d'accepter le ton sans cligner de l'œil. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Si les acteurs jouent la situation comme une blague, les dinosaures deviennent aussitôt des accessoires comiques. S'ils jouent tout avec un sérieux écrasant, le film risque de devenir lourd. Primitive War essaie de trouver une troisième voie. Les personnages prennent la menace très au sérieux, mais le spectateur peut savourer l'audace du mélange. Cette sincérité est l'une des raisons pour lesquelles les admirateurs du film parlent souvent de son cœur. Ils ne disent pas que chaque scène est parfaite. Ils sentent que les gens à l'écran ont choisi de défendre l'idée au lieu de la regarder de loin. Il faut néanmoins reconnaître la limite principale de l'écriture des personnages. Le film a beaucoup de choses à faire. Installer l'époque, former une équipe, lancer une mission, montrer des dinosaures, introduire les soviétiques, expliquer la machine et mener une bataille finale. Dans cet espace, certains soldats restent davantage des fonctions dramatiques que des êtres pleinement explorés. C'est l'un des reproches des critiques les moins convaincus. L'ambition de Primitive War est si large qu'elle laisse parfois les individualités en arrière-plan. Ce constat est juste. Mais il ne détruit pas l'effet d'ensemble, car le film mise moins sur le portrait psychologique de chacun que sur la sensation d'être lié à une équipe menacée de disparition. Sophia rappelle que, dans cette guerre, les conséquences humaines dépassent les camps. Une escouade est donc le vrai animal de Primitive War. Les dinosaures font peur, oui, mais le film reste attentif à la manière dont un groupe réagit quand l'un de ses membres tombe, quand une information manque, quand un ordre paraît immoral. Cette attention est imparfaite, mais elle est sincère. Avant de regarder celui qui a coordonné tout cela, revenons pourtant au premier mouvement du récit. Une fois que l'on connaît le secret de la vallée, il devient fascinant de revoir comment Lux Park installe l'équipe, les indices et le moment exact où leur mission cesse d'obéir aux règles habituelles. Avant que les dinosaures ne deviennent visibles, Primitive War choisit de nous faire écouter. Le vent dans les feuilles, les pas qui s'arrêtent, les hommes qui se parlent trop fort pour masquer leur nervosité. La jungle n'est jamais entièrement calme, mais le film utilise ce bruit permanent pour faire sentir ce qui manque, une réponse. Lorsque Vulture Squad arrive dans la vallée, elle entre dans un espace qui semble coupé du reste de la guerre. Les radios relient encore les soldats à leur hiérarchie. Pourtant, cette liaison paraît fragile. Quelques kilomètres de végétation suffisent à transformer une mission officielle en expédition presque mythique. À la tête de l'équipe se trouve le sergent Ryan Baker, joué par Ryan Kwanten. Acteur australien que beaucoup de spectateurs associent à True Blood, Kwanten donne à Baker une allure de soldat expérimenté sans le transformer en statue de granit. Baker observe, pose des questions, essaie de garder les autres concentrés. Son rôle est difficile, parce que le film demande à ce personnage de tenir le groupe debout, alors que le groupe entre dans une situation pour laquelle aucune formation n'existe. Il ne peut pas simplement être courageux, il doit décider avec des informations insuffisantes
ce qui est souvent la forme la plus angoissante du commandement. Autour de lui, Vulture Squad rassemble plusieurs tempéraments. Ellie Taylor, interprétée par Nick Wexler, fait partie des hommes les plus proches de Baker. Xavier Wise, Leon Verne, Charlie Miller, Gerald Keyes et Logan Stovall composent le reste du noyau de l'unité. Le film ne les présente pas comme une famille idéale. On sent les blagues, les frictions, les réflexes de métier. Cette manière qu'ont les groupes sous pression de se reconnaître sans devoir expliquer chaque lien. Certaines personnalités sont plus développées que d'autres, et c'est l'une des limites que plusieurs critiques ont relevées. Mais Luke Spark comprend une chose importante. Dans un récit de survie, un prénom, un regard et une réaction sincère peuvent suffire à rendre une absence douloureuse. Le mot vulture pourrait faire croire à une équipe cynique, prédatrice, habituée à arriver après le désastre. Or, le film joue plutôt sur l'inverse. Ces hommes sont envoyés là où le désastre a déjà commencé. Ils doivent retrouver une section de bérets verts disparue, sans savoir pourquoi les communications se sont arrêtées ni ce qui attend au fond de la vallée. Le colonel Amadeus Jericho, interprété par l'acteur américain Jeremy Piven, les envoie avec des consignes strictes et beaucoup de non-dits. À chaque demande de précision, l'autorité répond par le secret. Cette opacité crée une tension très terrestre, presque plus crédible que les dinosaures. Une équipe engagée dans le danger par des décideurs qui gardent l'essentiel pour eux. Le départ ne ressemble donc pas à une aventure glorieuse. Il porte la fatigue des missions qui n'ont jamais toutes les informations nécessaires. Le spectateur sait grâce au principe même du film que des créatures préhistoriques finiront par apparaître. Les soldats, eux, ne disposent pas de cette sécurité. Ils interprètent les indices avec les outils qu'ils possèdent. Une trace devient peut-être celle d'un animal inhabituel. Une plume devient une curiosité. Des restes, un bruit ou une odeur trouvent d'abord une explication rationnelle. C'est là que le film s'amuse le mieux avec nos connaissances de spectateurs. Nous comprenons un peu avant eux, mais nous ne savons pas encore de quelle manière la menace va frapper. Les premiers signes sont justement pensés comme des détails qui ne s'assemblent pas. La taille d'une empreinte, la présence de grandes plumes, les marques d'un passage trop lourd pour être identifiées facilement. Le film rappelle ainsi, sans en faire un cours de paléontologie, que les dinosaures ne se résument pas au vieux cliché du lézard écailleux. Plusieurs espèces présentées à l'écran possèdent un plumage ou des caractéristiques inspirées d'images scientifiques plus récentes. Ce choix donne aux créatures une silhouette plus étrange. Même lorsqu'on les reconnaît vaguement, elles ne correspondent pas toujours à l'icône de notre enfance. Elles ressemblent à quelque chose de vivant, d'animal, et c'est souvent plus dérangeant. Puis vient la première vraie attaque. Sans raconter chaque geste, disons que l'équipe se retrouve confrontée à des Deinonychus, des prédateurs plus petits qu'un tyrannosaure mais dangereux par leur vitesse, leur nombre et leur façon de chasser. C'est une décision intelligente. Commencer directement par le plus grand monstre aurait donné une scène de spectacle. Commencer par une meute donne une sensation de piège. Les hommes tirent, courent, cherchent un abri, perdent leur orientation. La supériorité numérique et la connaissance du terrain ne sont plus de leur côté. Le chaos coupe le groupe et oblige chacun à improviser exactement ce qu'un chef de patrouille redoute. La séparation de Baker et de Leon Verne, le jeune opérateur radio joué par Carlos Sanson Jr., donne au film une autre dynamique. Baker représente l'expérience. Leon arrive avec moins de vécu et porte davantage la peur visible. Cette association évite que le récit ne soit uniquement un concours de bravoure entre vétérans. Elle rappelle qu'une unité militaire rassemble des personnes dont les réflexes n'ont pas tous été formés par les mêmes années. Baker doit continuer à avancer, mais il doit aussi protéger. Leon doit trouver comment agir sans devenir un poids. Dans une jungle où les règles changent à chaque minute, cette relation devient un petit laboratoire de confiance. Pendant ce temps, les autres membres de l'escouade ne sont pas seuls non plus. Primitive War ajoute une présence humaine hostile liée à l'autre grande tension de 1968, la guerre froide. Le film ne se contente pas de placer les soldats américains face à des animaux. Il introduit également des adversaires et des intérêts soviétiques dans la vallée. Cette couche supplémentaire peut paraître très chargée, mais elle correspond à l'esprit du projet. Le scénario ne cherche pas l'épure, il veut une jungle saturée de dangers.
où une balle, une créature et un ordre politique peuvent tous arriver du même côté des arbres. Cette surcharge fait partie de son identité. Le moment où Baker et Leon croisent un tyrannosaure modifie encore l'échelle du film. Avec les Deinonychus, le danger est mobile et collectif. Face à un grand prédateur, tout devient une question de distance, de cachette et de silence. Le film joue alors avec l'image la plus célèbre du dinosaure, sans faire semblant de la réinventer complètement. Un tyrannosaure reste un tyrannosaure. Une masse gigantesque, une présence qui rend les humains minuscules. Mais son apparition dans un décor de guerre, près d'hommes chargés de fusils et de matériel, crée une contradiction visuelle assez forte. Les armes semblent modernes, les uniformes renvoient à 1968, et pourtant le véritable maître du lieu vient d'un âge impossible. Cette scène ne sert pas seulement à faire monter le volume. Elle prépare l'arrivée de Sofia Wagner, une scientifique soviétique incarnée par Tricia Helfer. Helfer, actrice canado-américaine connue notamment pour Battlestar Galactica, apporte au film une énergie différente de celle du groupe. Sofia n'est pas là pour admirer les bêtes ou pour donner une explication rassurante. Elle est elle-même prise dans les conséquences de ce qui se passe dans la vallée. Sa rencontre avec Baker et Leon élargit l'histoire. Jusqu'ici, les soldats cherchent des disparus. À partir de là, ils comprennent qu'il existe un secret plus vaste, avec une origine et peut-être une catastrophe à empêcher. Il y a quelque chose d'assez malin dans la façon dont le film retarde cette explication. Trop tôt, et Primitive War deviendrait un exercice de science-fiction technique. Trop tard, et le mystère commencerait à frustrer. Lux Park choisit un entre-deux. Il laisse le danger exister d'abord comme un problème physique. On voit les conséquences avant d'obtenir la cause. C'est souvent la bonne manière de raconter un récit de monstre. Le spectateur n'a pas besoin de comprendre immédiatement la machine ou le protocole. Il a besoin de sentir la faim, la vitesse, la panique, puis seulement de découvrir pourquoi personne n'aurait dû laisser ces créatures arriver ici. La vallée devient alors un endroit où chaque élément ordinaire prend une autre couleur. Une grotte n'est plus un refuge sûr. Une rivière n'est plus seulement un obstacle à franchir. Une plume ne signifie plus la beauté d'un oiseau, mais l'annonce d'une mâchoire. C'est un travail de décor très classique, mais efficace, et le tournage dans le Queensland donne à cette jungle une densité réelle. Les feuilles, la boue et la chaleur ne sont pas uniquement des fonds numériques. Les acteurs se déplacent dans une végétation tangible, ce qui aide le film à faire croire que l'équipe s'enfonce réellement dans une zone dont il n'existe aucune carte fiable. Le spectateur attentif remarquera aussi que les hommes commencent à parler différemment. Au début, ils peuvent plaisanter, se provoquer, discuter des ordres. Après l'attaque, les phrases deviennent plus courtes. Les silences pèsent. Cette évolution est importante, car elle crée la sensation que l'équipe n'est pas simplement en train de passer d'une séquence d'action à une autre. Elle perd quelque chose, la certitude que la mission peut être accomplie selon les règles connues. Même les soldats les plus sûrs d'eux comprennent que les armes ne résolvent pas tous les problèmes, surtout quand l'ennemi ne connaît ni la peur ni la logique humaine. Ces choix conduisent directement à l'homme qui a porté le projet, Lux Park. Primitive War ressemble à un film né d'une question assez simple. Pourquoi laisser aux grands studios le monopole des idées trop coûteuses? Lux Park n'est pas arrivé sur ce projet comme un réalisateur invité à prendre en main une franchise déjà sécurisée. Il a choisi de porter une adaptation que beaucoup auraient jugée trop risquée pour une production indépendante. Des dinosaures numériques, un décor de guerre des années 1960, une distribution internationale et une intrigue de science-fiction. Chaque élément séparément coûte cher. Ensemble, ils paraissent presque absurdes sur le papier. C'est pourtant ce mélange que Spark a décidé de défendre. Avec son studio Spark Film, au lieu de réduire son ambition à un récit contemporain plus facile à fabriquer. L'origine littéraire explique beaucoup de cette obstination. Le film adapte Primitive War, Opiate Under Tow, le roman d'Ethan Pettus paru en 2017. Pettus écrit dans une veine où l'action militaire, l'horreur et le fantastique se rencontrent sans demander la permission aux catégories habituelles. Quand les droits d'adaptation ont été obtenus au début de l'année 2022, l'objectif n'était pas de lisser cette étrangeté. Lux Park et Ethan Pettus ont travaillé sur un scénario qui conserve l'idée centrale,
Une guerre humaine déjà terrible se voit envahie par une menace qui n'a rien à faire dans cette époque. Le titre devient alors la promesse d'un monde qui mélange plusieurs imaginaires plutôt que la copie d'un seul. Le chemin vers l'écran a été moins direct qu'on pourrait le croire. Spark a raconté avoir proposé le projet à plusieurs studios américains. La réponse revenait sous différentes formes. Un film de dinosaures serait trop proche de l'espace occupé par Jurassic World. Il y a quelque chose de révélateur dans ce refus. Les grandes sociétés reconnaissaient sans doute la puissance de l'image, mais elles voyaient aussi le risque de comparaison avec une marque mondialement connue. Pour Spark, cette réaction est devenue un point de départ. Au lieu d'attendre qu'une entreprise lui dise « oui », il a choisi de fabriquer le film comme une production indépendante, avec une enveloppe annoncée autour de 7 millions de dollars. 7 millions de dollars reste une somme considérable dans la vie réelle. Au cinéma de studio, en revanche, c'est très peu pour un film de guerre peuplé de créatures numériques. Cette disproportion est au cœur du mythe de Primitive War. Le film ne cherche pas à convaincre le public qu'il dispose des ressources d'un blockbuster à 200 millions. Il cherche à faire sentir que des choix précis, une équipe locale et une direction obstinée peuvent produire une échelle inattendue. Les défauts visibles de certains plans ne disparaissent pas par magie, mais l'audace devient elle-même un élément du spectacle. Le spectateur se demande moins « est-ce parfait ?» que « comment ont-ils réussi à faire cela avec cette marge de manœuvre ?» Luke Spark occupe une place très particulière dans cette réponse, parce qu'il a cumulé de nombreux postes essentiels. Il est le réalisateur, co-scénariste et producteur du film. Les crédits et les présentations de la production le donnent également comme monteur, responsable de la conception visuelle, superviseur des effets visuels et chef décorateur. Cette concentration de responsabilité peut être risquée. Un long métrage gagne souvent à être bousculé par plusieurs regards, mais elle donne ici une cohérence très identifiable. Primitive War n'a pas l'air d'un projet assemblé par un comité. On sent une ligne de goût, parfois excessive, parfois généreuse, qui traverse le décor, le rythme, le choix des créatures et la manière d'accumuler les périls. Cela ne signifie pas que Spark a tout fait seul. Un film est toujours un travail collectif, et la communication autour du tournage insiste sur le rôle de l'équipe australienne. Mais il faut reconnaître qu'un réalisateur qui assume autant de domaines peut faire avancer rapidement des décisions qui, dans une structure très grande, demanderaient plusieurs validations. Cette vitesse a son importance pour un projet indépendant. Elle permet d'adapter le découpage à une contrainte, de modifier un plan, de déplacer une action ou de protéger l'identité d'une séquence sans devoir défendre chaque détail devant une longue chaîne de responsables. La liberté crée ici du mouvement, et le film se nourrit de ce mouvement. Le rapport de Spark au film de guerre apparaît aussi dans sa manière de présenter l'œuvre. Il a expliqué vouloir donner l'impression que des personnages sortis d'un film comme Platoon ou Hamburger Hill se retrouvent face aux grands prédateurs de la planète. Cette formule ne prétend pas placer Primitive War au même niveau que ses œuvres majeures. Elle décrit plutôt une sensation recherchée. Les soldats doivent avoir la boue, l'épuisement, la fraternité et la vulnérabilité d'un récit de guerre, avant d'être plongés dans un genre tout autre. Le but n'est pas de faire danser les dinosaures autour d'un décor militaire. Le but est de faire sentir qu'ils brisent un monde déjà fragile. Cette vision explique le sérieux particulier du film. Primitive War n'est pas une comédie parodique, même lorsque son idée de départ frôle le délire. Les acteurs ne font pas de clin d'œil au public pour demander pardon d'être dans une jungle pleine de raptors. Ils jouent la peur, le regret et la loyauté comme si les événements étaient réels. Spark semble croire que c'est la seule manière de rendre le mélange acceptable. Plus la proposition est invraisemblable, plus les personnages doivent la vivre avec sincérité. Ce pacte est fondamental. Si le film vous touche, ce sera rarement parce qu'il vous a démontré scientifiquement son scénario. Ce sera parce qu'il vous a fait croire que ces personnes n'avaient aucune envie de plaisanter. L'adaptation du roman demande aussi des simplifications. Un livre peut développer un univers sur plusieurs centaines de pages, s'attarder sur les perceptions d'un personnage ou expliquer une histoire militaire complexe. Un film doit choisir ce qui sera vu, entendu et ressenti immédiatement.
Primitive War garde la mission, la vallée, les dinosaures et les enjeux liés à la guerre froide, mais organise le récit pour qu'il avance à travers des moments visuels. Une plume, une trace, un tunnel, une attaque, une base, une machine. Cette progression donne au film une clarté presque physique. Chaque découverte appartient à un lieu et à un obstacle. Ce n'est pas toujours subtil, mais c'est très cinématographique. La participation d'Ethan Pettus au scénario est précieuse à cet endroit. Elle ne signifie pas que le film reproduit mot pour mot son roman, et il ne le fait pas. Elle suggère qu'il existe une continuité de regard entre l'auteur de l'univers et l'équipe qui le transforme. Pour un projet de genre aussi singulier, cette continuité compte. Elle permet de préserver une logique interne, même lorsque l'écran raccourcit certaines pistes. Le public n'a pas besoin d'avoir lu le livre pour suivre l'action. Mais les lecteurs peuvent reconnaître que le film ne traite pas la source comme un simple titre disponible. Il essaie de restituer son mélange de camaraderie militaire, d'horreur et de science-fiction décomplexée. La décision de tourner en Australie complète ce geste d'indépendance. Au lieu de prétendre que seule une grande machine hollywoodienne peut produire de la jungle, des explosions et des dinosaures, Spark Film s'appuie sur un savoir-faire local. Le cinéma australien possède une longue tradition de films de genre inventifs, des récits de survie dans l'outback aux productions de science-fiction plus récentes. Primitive War n'est pas un film australien distrait qui cacherait son origine. Son accent, ses équipes et sa manière de prendre des risques font partie de son charme. Même dans une histoire située à des milliers de kilomètres, il conserve la sensation d'avoir été fabriqué par des gens qui voulaient prouver qu'un autre chemin était possible. L'indépendance n'est toutefois pas une garantie de qualité. Elle peut produire de l'énergie, mais aussi des compromis. C'est exactement ce que l'on voit ici. La mise en scène a parfois besoin de contourner ce qu'elle ne peut pas montrer longtemps. Les effets numériques sont plus convaincants dans certains éclairages que dans d'autres. L'écriture distribue inégalement ses personnages. Pourtant, ce ne sont pas des défauts qui trahissent un manque d'envie. Ils signalent plutôt un film qui vise haut avec des moyens calculés. Pour une partie du public, cette imperfection fait même partie du plaisir. On regarde une ambition visible, pas une machine lisse qui aurait éliminé toute aspérité. Cette histoire de production répond au film. Spark a refusé la voie la plus sûre afin de défendre une idée que d'autres jugeaient trop risquée. Et cette obstination se lit de bout en bout à l'écran. Ce risque devient encore plus impressionnant lorsqu'on regarde les conditions concrètes du tournage. Il fallait faire croire à 1968, bâtir des installations, placer des acteurs dans une jungle, organiser l'action, prévoir les plans qui accueilleraient plus tard les créatures et tout faire dans un calendrier court. La prochaine partie nous emmène donc derrière la caméra, là où le Queensland australien s'est transformé en vallée vietnamienne et où les limites de budget sont devenues des choix de mise en scène. Le premier grand mensonge réussi de Primitive War est géographique. L'action se déroule au Vietnam, mais le film a été tourné sur la Gold Coast, dans le Queensland australien. Ce n'est pas un détail de fiche technique, c'est la base de son illusion. Le Queensland offre une végétation dense, une humidité visible, des terrains qui peuvent donner à une caméra l'impression d'être loin des villes. Le but n'était pas de reproduire chaque mètre du pays réel, ni de transformer la fiction en reconstitution documentaire. Il fallait créer une vallée isolée, convaincante dans le cadre d'un film de genre, assez épaisse pour cacher une escouade, une base secrète et des créatures sorties d'une autre époque. Le tournage principal s'est déroulé au printemps 2024, d'avril à la mi-mai, soit un peu plus de 4 semaines. Ryan Quanten a parlé d'une production courte et intense, entièrement financée indépendamment. 4 semaines pour un film de cette ampleur, c'est une contrainte qui oblige à décider vite. Les comédiens doivent arriver préparés. Les équipes techniques doivent savoir quel plan compte vraiment. La météo, la lumière, les déplacements dans un terrain humide deviennent des paramètres créatifs au lieu de simples problèmes de logistique. Ce rythme explique peut-être la tension brute du film. La production elle-même semble avoir fonctionné avec une énergie de mission. La Gold Coast n'est pas seulement un fond vert tropical. Une grande partie de la force visuelle vient de la matière présente autour des acteurs. Les arbres ferment le cadre. Les chemins paraissent glissants
La lumière se brise dans les feuilles au lieu d'éclairer uniformément les visages. Cette présence concrète aide beaucoup quand les dinosaures sont ajoutés plus tard. Pour qu'un effet numérique semble habiter un plan, il a besoin d'un monde réel auquel se raccrocher. Une branche qui bouge, une boue qui éclabousse, un acteur qui se cache derrière un élément solide. Primitive War possède cette base, même dans les séquences où l'ambition des effets dépasse parfois leur finition. La responsabilité de l'image revient au directeur de la photographie Wade Muller. Son travail consiste moins à offrir une jungle magnifique au sens touristique qu'à faire de la végétation un système d'obstacles. Le cadre coupe les corps. Les feuillages limitent la visibilité. Une zone sombre peut devenir un endroit où l'imagination du public place une créature avant que l'image ne la montre. C'est une stratégie intelligente pour un film dont le budget ne permet pas forcément de laisser des dinosaures en très gros plan, très longtemps, sous un soleil éclatant. La caméra choisit quand dévoiler et quand suggérer. Le hors-champ devient un allié économique, mais aussi un allié du suspense. Les uniformes, les armes, les véhicules et les décors militaires jouent un rôle tout aussi important. Une partie de la critique a souligné le soin apporté à cette texture d'époque. Cela ne fait pas de Primitive War un document historique et le film ne devrait jamais être reçu comme tel. Mais ces détails donnent au personnage une gravité crédible avant que la science-fiction ne prenne toute la place. Un casque marqué par la boue, un poste radio, un camp improvisé ou un intérieur de base suffisent à rappeler que les personnages viennent d'un monde structuré par une guerre très réelle. Quand ce monde rencontre une créature préhistorique, le contraste devient plus fort parce que l'environnement a une épaisseur matérielle. Le chef décorateur et le réalisateur étant la même personne, Lux Park pouvait rapprocher très directement la construction des lieux et le besoin de l'action. Une grotte doit permettre une embuscade. Un sentier doit pouvoir couper le groupe. Une installation soviétique doit être assez lisible pour accueillir une confrontation finale. Dans une grande production, ces questions passent parfois par plusieurs départements. Ici, elles semblent avoir été pensées dans une même continuité. Le décor ne cherche pas à être beau indépendamment de la scène. Il sert à rendre possible un mouvement, une fuite, une découverte ou un sacrifice. C'est un cinéma de terrain, au sens très concret du terme. Les dinosaures, évidemment, restent le défi technique principal. Lux Park a supervisé les effets visuels du film en plus de ses autres fonctions. Ce cumul est rare, mais il donne une explication à la manière dont les créatures sont intégrées au découpage. Le film privilégie souvent l'énergie, l'angle et la proximité émotionnelle au réalisme absolu d'une démonstration numérique. Un dinosaure entre dans un plan pour déséquilibrer les hommes, pas uniquement pour être admiré comme une maquette virtuelle. Certaines scènes de jour révèlent davantage les limites du rendu. En revanche, la nuit, la pluie, la végétation et le mouvement aident l'image à devenir plus convaincante. Les contraintes sont visibles, mais elles sont aussi utilisées. Il serait injuste de parler des effets sans évoquer ce que le film met devant la caméra. Les réactions physiques des acteurs, les accessoires, le maquillage de certaines blessures et les éléments de décor donnent une résistance au monde numérique. Cette alliance entre pratique et numérique est essentielle dans un film de créatures à petit budget. Si tout dépend d'un écran, le regard se détache rapidement. Si l'acteur peut toucher un mur, tomber dans la boue, se cogner contre une caisse ou se réfugier derrière une porte réelle, le plan garde une densité. Primitive War ne peut pas tout fabriquer en vrai, bien sûr. Mais il comprend que l'illusion ne repose pas uniquement sur le modèle du dinosaure. La méthode de tournage a aussi demandé aux interprètes de jouer face à des menaces qui n'étaient pas encore présentes. Dans ce cas, la direction doit être précise. Où se situe l'animal? Quelle est sa hauteur? À quel moment l'acteur doit tourner la tête ou reculer? Sans ces repères, le montage des effets peut perdre toute cohérence. Le film bénéficie de la familiarité de Spark avec la prévisualisation et les effets, car il sait à l'avance quels espaces laisser dans l'image. Le résultat n'est pas seulement technique, il influence le jeu. Les comédiens ne réagissent pas chacun de leur côté. Ils peuvent partager un axe de regard, une direction de fuite, une urgence commune. Le calendrier de 4 semaines donne encore plus de valeur à cette préparation. On ne peut pas se permettre de refaire indéfiniment une séquence complexe dans une jungle.
Chaque plan d'action doit être pensé pour livrer plusieurs informations à la fois. Où sont les personnages? Qui est séparé? Ce qui les menace? Et dans quelle direction ils peuvent s'échapper? Cette économie est parfois perceptible dans le montage, qui accélère les mouvements et choisit des plans courts. Mais elle évite aussi que le film se perde dans un spectacle sans géographie. Même lorsque l'on ne comprend pas chaque détail de l'attaque, on comprend généralement que les hommes sont en difficulté, que la vallée leur ferme les issues et que l'animal contrôle l'espace. Le travail de montage, assuré par Spark, renforce cette sensation. Il organise le film comme une série de seuils. Une forêt mène à une grotte, la grotte ouvre une zone de chasse, puis une fuite révèle une base, et la base fait surgir la machine qui explique le chaos. Cette construction transforme le terrain en récit. Chaque nouveau lieu apporte une menace différente et une information nouvelle. C'est un moyen très efficace d'éviter que la jungle devienne un fond monotone. Le spectateur ne traverse pas simplement des arbres pendant 2 heures, il franchit des portes successives vers un monde de plus en plus détraqué. Il faut cependant garder une mesure honnête. Recréer le Vietnam depuis l'Australie comporte une limite évidente. Les paysages peuvent suggérer une jungle, mais ils ne remplacent pas l'histoire, les langues et les réalités du pays où le récit prétend se dérouler. Primitive War utilise ce cadre pour une fiction de monstres et de guerre froide. Il ne donne pas une grande place aux voix vietnamiennes. Cette absence mérite d'être entendue. Apprécier le savoir-faire du tournage ne demande pas d'oublier ce que le film choisit de ne pas raconter. C'est une production australienne qui fabrique une vision de genre du Vietnam, pas une œuvre vietnamienne sur cette guerre. Malgré cela, la fabrication reste fascinante. Elle montre que la question n'est pas seulement « combien coûte un dinosaure ?» La vraie question est « que veut faire le dinosaure dans cette scène ?» Chez Spark, il doit couper une trajectoire, briser une certitude, séparer un groupe ou forcer un personnage à choisir. Cette attention à la fonction dramatique permet au film de survivre à certaines limites de finition. Les créatures sont rarement là pour remplir l'image. Elles sont là pour déranger une opération militaire jusqu'à la faire exploser. Une fois les décors, la caméra et les effets compris, il reste à regarder le résultat comme un langage de cinéma. Pourquoi montrer des dinosaures à plumes? Pourquoi utiliser des chansons si fortement associées au Vietnam au cinéma? Pourquoi mélanger l'horreur, l'action et une science-fiction presque pulp? C'est là que Primitive War révèle le mieux son tempérament, et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Primitive War ne cherche jamais à cacher son mélange de goûts. Il aime le cinéma de guerre poussiéreux, les films de monstres violents, la science-fiction de laboratoire interdit et les grandes images de dinosaures. Au lieu de fondre ses influences dans une forme parfaitement homogène, Luke Spark les laisse se heurter. C'est ce qui donne au film son tempérament. 1 minute, on suit les codes d'une patrouille militaire, les armes, les ordres, les voies radio. Le risque d'une embuscade la minute suivante, une silhouette préhistorique vient briser la grammaire habituelle. Cette rupture peut paraître brutale. Elle est pourtant la raison d'être du projet. La première décision visuelle marquante concerne les dinosaures eux-mêmes. Le film ne les réduit pas à des reptiles lisses inspirés des vieux jouets. Plusieurs prédateurs possèdent des plumes, notamment les petites espèces qui attaquent en groupe. Ce détail s'appuie sur une image moderne de nombreux dinosaures, même si Primitive War ne prétend jamais être un musée scientifique. Il utilise le plumage pour rendre les créatures moins confortables à identifier. Une plume évoque normalement la légèreté, le chant ou l'oiseau. Ici, elle devient une trace inquiétante, un indice qui fait hésiter les soldats. Le film transforme ainsi un détail de paléontologie populaire en outil de suspense. Cette variété joue beaucoup. Les petits prédateurs ne créent pas la même peur que le tyrannosaure. Ils sont bas, rapides, imprévisibles, capables d'apparaître dans plusieurs directions. Les grands animaux imposent au contraire une lenteur écrasante. Lorsqu'ils entrent dans l'espace, les personnages cherchent un abri et mesurent leur propre fragilité. Les créatures volantes ajoutent encore une autre menace, celle qui peut tomber du ciel et supprimer l'illusion qu'une clairière serait sûre. À ce niveau, Primitive War résonne comme un bon jeu de survie. Chaque animal force le groupe à modifier sa manière de se déplacer, de se cacher et de comprendre le terrain. Le film utilise aussi beaucoup la nuit, l'orage,
les zones de brouillard et les cadres encombrés. Certains y verront une manière de protéger les effets numériques. C'est vrai, en partie, mais ce serait réducteur d'y voir seulement une dissimulation. Ces choix créent une atmosphère où la jungle paraît pleine avant même que le danger soit montré. Une feuille bouge, une ombre traverse le fond, un cri résonne sans que l'on puisse en mesurer la distance. Le suspense ne vient pas toujours de la vision claire d'un dinosaure. Il vient de l'idée qu'un animal immense pourrait déjà être là, juste derrière un rideau de végétation. La lumière quotidienne révèle davantage la modestie de la production. Les avis critiques sont très partagés sur la qualité des images de synthèse. Et il faut être honnête, certains plans en plein jour semblent moins convaincants que les meilleurs moments du film. Ce n'est pas un secret ni une attaque gratuite. C'est la limite la plus visible d'une production indépendante qui choisit pourtant de faire exister beaucoup de créatures. Mais la question intéressante est celle du résultat global. Spark privilégie souvent le rythme, le cadre et la menace plutôt que l'examen prolongé d'un modèle numérique. Le film demande aux spectateurs de participer à l'illusion, comme le faisaient les créatures pratiques et les maquettes d'autrefois. Ce rapport à l'imperfection fait partie de l'esthétique de série B assumée. Le terme peut sembler méprisant, alors qu'il désigne souvent une liberté. Une série B ne s'excuse pas de vouloir une grande idée, elle la fait avancer avec les outils disponibles. Primitivoire regarde vers les films qui osent mélanger des genres, sans demander si la recette a déjà été validée par un marché mondial. Il y a quelque chose de presque punk dans ce choix. Le film est trop long, trop violent et trop improbable pour être un produit parfaitement neutre. Il préfère risquer le ridicule à l'absence de personnalité. Certains spectateurs ne lui pardonneront pas cette décision, d'autres l'aimeront exactement pour cela. La mise en scène de l'action suit la même logique. Les fusillades ne sont pas seulement décoratives. Elles révèlent l'écart entre la puissance apparente des soldats et leur impuissance réelle. Un fusil peut arrêter un danger, mais il ne rend pas la jungle lisible. Une rafale peut attirer une autre menace. Une cachette peut devenir un piège. Le film transforme régulièrement l'arsenal militaire en ressources limitées, et c'est une bonne idée. Dans un récit où les héros possèdent des armes automatiques, il faut trouver un moyen de conserver la peur. Primitivoire y parvient en donnant aux animaux le nombre, la surprise et une connaissance instinctive du terrain. Les mouvements de caméra participent à cette sensation. Lorsqu'une attaque commence, le cadre se resserre souvent sur les hommes, plutôt que de chercher l'image panoramique parfaite de la créature. On voit les visages, les corps qui courent, les obstacles qui coupent la trajectoire. Cette proximité rend l'action moins clinique. Elle peut aussi désorienter, ce qui est parfois volontaire. Nous ne dominons pas la scène comme un général devant une carte. Nous sommes à hauteur des personnages, avec une vision incomplète, une information partielle et des bruits qui empêchent de savoir d'où viendra le prochain choc. Le son fait beaucoup pour compléter ce travail. Le grondement lourd d'un grand animal, les cris plus aigus des prédateurs, le battement d'ailes et les coups de feu dessinent une forêt où les bruits humains perdent peu à peu leur autorité. Le dialogue doit parfois lutter contre cette matière sonore. Certaines critiques ont noté que l'équilibre n'est pas toujours idéal, mais l'intention reste claire. Dans un film de guerre, le bruit des armes signifie souvent que l'on agit. Dans Primitivoire, il peut aussi signifier que l'on panique. Les tirs remplissent l'espace, puis le silence qui suit laisse deviner que le problème n'a peut-être pas disparu. La musique pousse le film vers une imagerie du Vietnam déjà connue du public anglo-saxon. Des morceaux de Creedence Clearwater Revival, dont Fortunate Son et Run Through the Jungle, apparaissent dans la bande-son. Leur utilisation est très directe, et certains critiques britanniques l'ont trouvée trop évidente. C'est un débat légitime. Ces chansons sont devenues presque un raccourci culturel pour signaler les années de guerre américaine au Vietnam. Spark ne cherche pas à déconstruire ce cliché. Il l'embrasse et le pousse vers l'excès. Pour un spectateur, cela peut produire soit un plaisir immédiat, soit une impression de déjà-vu. Le film accepte cette polarisation. Le score original a, lui, la tâche plus délicate de relier les registres. Il doit passer de la tension militaire au danger animal, puis à l'étrangeté scientifique, sans faire sentir qu'on change de film à chaque scène. C'est là que Primitivoire réussit souvent le mieux.
Même lorsque l'image hésite entre réalisme et spectacle, la musique et le montage maintiennent une ligne de fuite. Ils disent que nous sommes toujours dans la même vallée, dans le même piège, avec les mêmes personnages qui tentent de sortir vivants. La cohérence ne vient pas d'une esthétique sobre. Elle vient de l'urgence qui traverse tous les styles. Le choix du Vietnam comme décor crée toutefois une tension esthétique qu'il faut garder en tête. Les chansons, les uniformes et la jungle renvoient à un imaginaire occidental très codé de cette guerre. Primitive War s'appuie sur cet imaginaire pour fabriquer une aventure fantastique. Il ne le critique pas toujours, ni ne l'élargit suffisamment. Le film est plus attentif à la peur des soldats américains qu'aux multiples réalités vietnamiennes. Cette limite n'interdit pas de reconnaître sa mise en scène. Elle rappelle simplement que le décor de guerre n'est jamais neutre, même quand des dinosaures surgissent dans le cadre. Ce qui demeure, malgré ses réserves, c'est une énergie très sincère. Le film veut que l'on sente la sueur, le métal, la boue, les feuillages et le souffle des bêtes. Il ne veut pas être une aventure propre et lointaine. Il cherche une sensation tactile. Les animaux ont de la masse, même lorsqu'ils ne sont pas toujours parfaitement intégrés. Les personnages glissent, trébuchent, se cachent, perdent du matériel. La guerre et la préhistoire ne se rencontrent pas dans un parc impeccable. Elles se mêlent dans un endroit moite, confus, où personne ne peut voir assez loin. Cette identité visuelle explique pourquoi le film inspire des réactions aussi différentes. Certains spectateurs sont sensibles à son côté artisanal, à ses dinosaures à plumes et à sa volonté d'en faire trop. D'autres se détachent de l'illusion dès que les effets trahissent leur budget ou que les références musicales leur semblent lourdes. Les deux expériences sont réelles. Primitive War ne vise pas la perfection invisible. Il vise un plaisir de genre très visible, qui demande au public de choisir s'il entre dans le jeu. Il est temps maintenant de regarder comment ce jeu a été reçu. Les chiffres ne racontent jamais tout, mais les critiques, les notes de spectateurs et la place particulière du film en France et en Europe permettent de comprendre pourquoi Primitive War est devenu à la fois un petit phénomène pour certains et une curiosité difficile à classer pour d'autres. Primitive War est le type de film qui révèle une différence assez nette entre la manière dont les critiques évaluent une œuvre et la manière dont un public de genre la défend. À la date de vérification de ce script, Rotten Tomatoes affiche 60% d'avis critiques favorables sur 25 critiques, tandis que son indicateur de spectateurs vérifié atteint 85%, avec plus de 250 évaluations. Il ne faut pas traiter ces nombres comme des verdicts absolus. Ils changent avec le temps et ne mesurent pas toutes les sensibilités. Ils décrivent pourtant très bien la trajectoire du film. Une réception professionnelle mitigée face à un public souvent plus généreux, dès lors qu'il accepte la proposition extravagante. Pourquoi cette différence ? Les critiques qui résistent au film soulignent généralement sa durée, ses dialogues, la caractérisation inégale de l'escouade et la qualité variable des effets numériques. Ce sont des reproches précis. Un scénario qui veut inclure la guerre froide, les dinosaures, une expérience scientifique, plusieurs factions et une équipe entière peut perdre de la netteté en chemin. Certaines séquences d'action se ressemblent. Quelques personnages n'ont pas le temps de devenir aussi complexes que l'idée le mériterait. Les plans numériques les plus exposés rappellent que nous ne sommes pas devant une production soutenue par les ressources d'une franchise géante. Il serait inutile de prétendre que ces réserves n'existent pas, mais les défenseurs de Primitive War répondent rarement que le film est parfait. Ils parlent plutôt de son élan. Ils apprécient qu'un réalisateur indépendant ait voulu faire un grand film de dinosaures adultes, sanglant et sérieux, sans reprendre exactement le modèle des studios américains. Pour eux, les coutures du film font partie de l'expérience. Elles signalent la présence d'un projet fabriqué avec conviction. Le plaisir vient de voir une idée qu'on croyait réservée à une blague de réseau social devenir un vrai long métrage, avec un début, un milieu, une fin, des personnages et une ambition de monde. Cette générosité explique les commentaires très enthousiastes de certains spectateurs. La presse britannique a proposé une lecture assez équilibrée. The Guardian a vu dans le film une œuvre volontairement tape à l'œil, parfois répétitive, mais portée par une forme de gaieté excessive. Cette formulation est utile parce qu'elle ne confond pas plaisir et perfection. Primitive War peut fatiguer,
puis trouver une image ou une idée qui rappelle pourquoi on continue. Une grande production cherche souvent à éviter la faute. Ici, le film se jette dans le risque. Il peut rater un passage, mais il ne donne jamais l'impression de manquer de carburant. Pour un amateur de cinéma de genre, cette sincérité est parfois plus mémorable qu'une efficacité sans aspérité. Des critiques plus favorables ont insisté sur l'utilisation du cadre vietnamien, le soin des décors et la détermination de Lux Park à faire exister son spectacle. Elle voit dans le film une réponse à l'idée que les dinosaures à l'écran appartiennent nécessairement à une seule grande marque. Il faut rester prudent avec cette comparaison. Primitive War n'a ni le même budget ni le même objectif qu'une franchise mondiale, mais il démontre qu'un film plus modeste peut proposer une autre tonalité, plus rugueuse, plus violente, plus proche du film de monstres pour adultes. C'est son vrai espace, pas une compétition directe avec les plus gros succès d'été. La situation française est particulièrement révélatrice. Allociné possède une fiche pour Primitive War, en français, avec le même titre anglais, un synopsis traduit et les principaux interprètes. Pourtant, l'affiche ne donne ni distributeur français ni date de sortie en salle, en vidéo ou à la demande. Elle le présente encore comme prochainement en salle. Autrement dit, le film existe dans le paysage d'information français, mais sa circulation officielle n'a pas reçu la même clarté que dans les pays anglophones. Il serait donc faux d'inventer une réception française massive, un score halluciné ou un box-office France qui ne sont pas publiés. Cette absence ne signifie pas que le public francophone est indifférent. Elle signifie surtout que le parcours du film est fragmenté. Les cinéphiles de genre découvrent souvent ce type de production par les bandes annonces, les réseaux, les plateformes ou les critiques étrangères, avant d'avoir accès à une sortie locale. C'est une situation assez fréquente pour les films indépendants australiens qui ne disposent pas d'un distributeur fort en France. Le titre circule, les images circulent, les réactions circulent, mais l'événement collectif de la salle française ne se produit pas forcément. Pour un film qui dépend beaucoup de l'énergie du public, c'est une différence importante. En Europe, la sortie la plus nette a eu lieu au Royaume-Uni et en Irlande le 28 novembre 2025, via Signature Entertainment. Cette étape a permis au film d'obtenir une visibilité critique britannique et une place plus lisible dans le calendrier des sorties de genre. Il ne faut pas transformer ce lancement limité en phénomène continental. Les chiffres disponibles montrent plutôt une présence modeste. Mais cette présence suffit à donner au film une vie après son lancement australien et américain. Primitive War n'a pas été un objet condamné à disparaître aussitôt sa première semaine terminée. Il a trouvé différents publics selon les territoires et les modes d'accès. La réception sur Metacritic illustre aussi cette diversité, mais d'une autre manière. La page du film rassemble surtout des avis d'utilisateurs, très éloignés les uns des autres. Certains saluent un mélange réjouissant entre guerre, science-fiction et dinosaures. D'autres jugent les effets, les accents ou l'écriture beaucoup moins convaincants. Ce contraste n'est pas une anomalie, il correspond à la nature du film. Primitive War déclenche des attentes contradictoires. Si l'on attend une reconstitution historique ou un réalisme numérique de premier rang, la déception est probable. Si l'on veut une aventure indépendante qui ose une idée absurde avec un vrai sérieux, on peut ressortir étonnamment satisfait. Le débat sur la classification est également révélateur. En assumant un ton adulte et une violence de créature plus frontale que dans certaines aventures familiales, le film réduit volontairement son public potentiel. Ce choix peut limiter son exploitation, mais il lui donne une identité. La peur n'est pas édulcorée pour rassurer les plus jeunes. Les soldats ne sont pas entourés d'un filet de sécurité narratif. Primitive War demande aux spectateurs de vivre les conséquences de son concept, pas seulement d'en admirer le slogan. C'est peut-être moins facile à vendre, mais plus cohérent avec la promesse initiale. Pour les spectateurs français et belges habitués à séparer le cinéma d'auteur européen, le blockbuster américain et la série B assumée, le film occupe une place curieuse entre les catégories. Il est australien, tourné en anglais, situé dans une guerre américaine au Vietnam, nourri de codes hollywoodiens, mais fabriqué hors des grands studios. Cette position hybride peut être sa faiblesse commerciale et sa force culturelle. Elle empêche de le ranger immédiatement. On ne le voit pas comme un film de prestige classique,
Mais il ne ressemble pas non plus à un produit anonyme fabriqué pour remplir un catalogue. La meilleure façon de lire les notes est donc de les utiliser comme une carte, pas comme une consigne. Une note moyenne des critiques nous dit qu'il existe de vraies faiblesses. Un score de public élevé nous dit qu'une partie de l'audience trouve dans ces faiblesses une énergie compensatrice. Aucun chiffre ne peut décider à votre place si vous aimez voir un film prendre des risques. La question est plus simple. Avez-vous envie de suivre une proposition qui préfère l'excès à la prudence, quitte à être parfois maladroite? Si oui, Primitivoire a des chances de vous parler. Le public du film semble aussi aimer la sensation de découverte. Dans un marché saturé de suites annoncées plusieurs années à l'avance, tomber sur un long métrage qui n'est pas né d'une licence de studio peut faire plaisir. Le roman d'Ethan Pettus existe, bien sûr, et le film prépare désormais un prolongement. Mais la première aventure est arrivée sans le poids d'un univers cinématographique déjà imposé. Elle devait convaincre par elle-même. Ses affiches, ses bandes annonces et son titre ont porté une idée très claire. C'est peut-être la raison pour laquelle les réactions les plus positives sont si vives. Les spectateurs ont le sentiment d'avoir trouvé un objet qui n'était pas censé exister à cette échelle. Les critiques les plus sévères rendent aussi un service utile. Elles empêchent le récit autour de Primitivoire de devenir une légende de fanatiques où chaque défaut serait nié. Un film indépendant mérite mieux qu'une indulgence automatique. On peut respecter le travail accompli et dire qu'une scène est confuse. On peut aimer la présence de dinosaures à plumes et souhaiter davantage de précision dans les personnages. On peut admirer le pari de Luxe Park tout en trouvant la durée excessive. Cette conversation honnête est finalement beaucoup plus intéressante que le réflexe qui consiste à dire « soit génial, soit nul », sans regarder ce qui se passe réellement à l'écran. Dans la prochaine partie, nous allons quitter les impressions pour les chiffres et les conséquences concrètes. Combien le film a-t-il rapporté? Que signifient ces nominations et ces récompenses pour une production indépendante? Et pourquoi un box-office modeste ne raconte pas forcément la même histoire pour Primitivoire que pour un blockbuster sorti sur des milliers d'écrans? Les chiffres de Primitivoire demandent à être lus avec plus de nuances qu'un simple mot comme succès ou échec. Selon Box Office Mojo, le film a totalisé 1 261 992 $. Les États-Unis et le Canada représentent 0,5 222 $, l'international 256 770 $. Son démarrage américain, distribué de manière limitée par Fathom Entertainment, atteint 551 915 $ le 21 août 2025. Face à un budget de production souvent rapporté autour de 7 millions, ces recettes en salle ne couvrent évidemment pas l'investissement à elles seules. Il ne serait pas honnête de présenter ce résultat comme une victoire commerciale classique. Mais le cinéma indépendant ne se résume pas à la même équation que le cinéma de studio. Primitivoire n'a pas bénéficié d'une sortie mondiale massive, de milliers d'écrans, d'une campagne publicitaire omniprésente ou de la puissance d'une franchise préexistante. Son ouverture américaine s'est faite dans 647 salles, au plus large de sa diffusion, ce qui reste une exposition réelle mais très loin des circuits d'un blockbuster. Les recettes ne comprennent pas non plus automatiquement les droits de diffusion, la vidéo à la demande, les ventes internationales, les éditions physiques ou la valeur créée par la notoriété du film pour Spark Films. Le box-office est un indicateur, pas le bilan complet d'une aventure de ce type. En Australie, où le film est sorti en salle le même jour que sa sortie américaine, les chiffres disponibles recensent environ 214 688 $. Au Royaume-Uni, l'exploitation limitée de novembre 2025 se situe autour de 20 206 $, tandis que d'autres territoires ont ajouté de petites sommes. Ces montants paraissent minuscules si on les compare à ceux d'un grand film de super-héros. Pourtant, les comparer ainsi revient à ignorer le mode de circulation particulier d'une production indépendante. Primitivoire a avant tout cherché à exister, à être vu et à montrer qu'un film australien de créatures pouvait entrer dans des salles internationales. La suite de son parcours compte autant que sa première semaine. Le passage au numérique a donc une importance particulière. Aux États-Unis et au Canada, le film a été proposé en version numérique à partir du 3 octobre 2025, peu après sa sortie en salle.
Pour une œuvre qui s'adresse aux amateurs de science-fiction, de guerre et de monstres, cette disponibilité peut être décisive. Les films de genre trouvent souvent une seconde vie quand le public peut les regarder chez lui, les conseiller à des amis, les revoir ou les découvrir après le bruit initial. Une recette de salle modeste ne dit pas combien de personnes le verront sur une plateforme dans les années suivantes. Elle ne dit pas non plus combien de spectateurs achèteront le film justement parce qu'ils aiment défendre des objets moins formatés. Il faut d'ailleurs éviter le mot « flop », comme s'il résumait tout. Si l'on parle strictement de rendement de billetterie face au budget annoncé, la performance est faible. C'est un fait. Mais si l'on parle de visibilité pour un film réalisé sans financement de studio, avec une idée que les grands décideurs avaient refusée, l'histoire est moins simple. Primitive War a obtenu une sortie en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande. Il a été présenté au Comic-Con de San Diego en 2025, événement où sa présence comme titre australien a attiré l'attention. Il a suscité des critiques, des débats et surtout l'annonce d'un deuxième film. Ce n'est pas la trajectoire d'un objet qui n'aurait laissé aucune trace. Cette différence entre rentabilité immédiate et valeur de long terme est l'un des grands sujets du cinéma de genre. Beaucoup de films devenus cultes n'ont pas dominé le box-office à leur sortie. Ils ont trouvé leur public plus lentement, grâce à la vidéo, au festival, aux conversations de fans et à l'envie de découvrir quelque chose de différent. Il serait beaucoup trop tôt pour attribuer à Primitive War le statut de classique culte. Il n'a qu'un an et le temps décidera seul de sa place. Mais le film possède plusieurs ingrédients qui favorisent ce parcours. Une idée mémorable, une fabrication indépendante, une réception divisée et des spectateurs prêts à pardonner certaines limites au nom de l'audace. La reconnaissance obtenue dans le circuit indépendant va dans le même sens. Primitive War a été sélectionné aux Awards 10, initiative liée à Film Threat qui met en avant le cinéma indépendant. Les listes de nominations ont cité le film dans la catégorie Action Thriller, ainsi que Lux Park pour la mise en scène et le film parmi les œuvres indépendantes de l'année. Les communications de la production et les fiches de récompense indiquent ensuite 2 victoires en 2026, une pour la réalisation de Lux Park et une pour le film. Ces prix n'ont pas le poids médiatique d'un Oscar ou d'un César, mais ce n'est pas leur rôle. Ils reconnaissent le pari d'une équipe qui a construit un spectacle hors des circuits dominants. Ce type de récompense peut sembler symbolique. Pourtant, pour une structure comme Spark Film, il a une utilité très concrète. Il rend plus facile la recherche de partenaires, attire l'attention sur les prochaines productions, rassure les distributeurs et donne au public un repère. Le succès d'un film indépendant est souvent composé de petites preuves additionnées. Une sélection, une bonne critique, une bande-annonce partagée, une salle qui prolonge quelques séances, un acteur qui parle avec enthousiasme de l'expérience, un prix qui rappelle que le projet n'est pas passé inaperçu. Primitive War n'a pas besoin d'avoir dominé le monde pour que ces signaux comptent. L'annonce de Primitive War 2, en janvier 2026, est probablement le signe le plus visible de cette continuité. Spark Films a confirmé le développement d'une suite avec Lux Park de retour comme scénariste, réalisateur et producteur, et une cible de production pour 2027. Il faut être raisonnable. Un projet en développement peut évoluer, et les détails de distribution ou de scénario ne doivent pas être considérés comme acquis avant des annonces officielles plus complètes. Mais l'existence même de cette suite montre que les créateurs voient un potentiel dans l'univers mis en place. La fin du premier film avait d'ailleurs laissé une porte ouverte, sans prétendre que tout était réglé. Cette suite peut aussi devenir un test intéressant. Le premier Primitive War devait d'abord faire accepter son principe. Les spectateurs ne savaient pas si le mélange fonctionnerait. Un deuxième film devra prouver qu'il reste autre chose à explorer que la surprise initiale. Peut-il développer l'univers sans le rendre plus confus? Peut-il donner plus d'espace à ses personnages? Peut-il améliorer les effets sans perdre l'énergie artisanale qui a séduit une partie du public? Ce sont de vraies questions, et elles sont plus excitantes que l'idée d'une répétition mécanique. La meilleure suite ne serait pas celle qui met simplement plus de dinosaures à l'écran, mais celle qui comprend ce que le premier avait d'unique. Pour le public français, l'absence de chiffres de box-office national doit rester claire.
Aucun total français officiel n'est répertorié dans les sources de suivi consultées, et Allociné ne fournit pas de date de sortie locale confirmée. Cela rend impossible toute comparaison honnête avec les sorties françaises de films fantastiques plus installés. On peut parler de réception en ligne ou de curiosité parmi les amateurs, mais pas d'un phénomène commercial mesuré. Cette prudence n'enlève rien au film. Au contraire, elle évite de transformer un récit de persévérance indépendante en légende marketing. Il y a une autre mesure du succès, plus difficile à chiffrer, la place qu'un film donne à son équipe et à son pays de production. Primitive War montre qu'un réalisateur australien peut monter un récit d'action préhistorique ambitieux avec des acteurs locaux et une infrastructure régionale. Il ne change pas le cinéma australien à lui seul, et il serait exagéré de le prétendre. Mais il ajoute un exemple. Il rappelle aux producteurs et aux spectateurs qu'une œuvre de genre peut regarder vers un marché international sans abandonner complètement son ancrage local. Cette possibilité est précieuse pour les carrières et pour la diversité des images. Le film offre également une leçon plus modeste, mais utile, sur l'importance de la précision dans les attentes. Si vous regardez Primitive War en espérant un retour garanti sur investissement, ces chiffres sont décevants. Si vous le regardez comme la première étape d'un univers indépendant, soutenu par un public de niche et prolongé par une suite, son parcours devient plus encourageant. Ces deux phrases peuvent être vraies en même temps. Le monde du cinéma aime les récits simples, triomphes ou désastres. Les œuvres réelles vivent souvent dans un espace plus nuancé, fait d'argent insuffisant, de passion suffisante et de portes qui restent malgré tout ouvertes. La question qui reste dépasse donc les recettes. Qu'est-ce que Primitive War nous laisse après le bruit des tirs, les cris des animaux et la folie de la vallée? Est-ce seulement une attraction très spécifique pour amateurs de dinosaures? Ou y a-t-il dans ce mélange quelque chose qui mérite de durer? Pour répondre, il faut revenir une dernière fois à ce que le film raconte sous son apparence de plaisir de genre. Après avoir parcouru Primitive War, on pourrait être tenté de résumer le film avec son idée la plus visible, des soldats contre des dinosaures. Ce serait juste, mais insuffisant. Cette idée est le moteur, pas tout le véhicule. Sous les prédateurs, les armes et les explosions, le film raconte aussi ce qui arrive lorsque des institutions veulent posséder ce qu'elles ne comprennent pas. La machine de la vallée n'est pas dangereuse seulement parce qu'elle ouvre un passage impossible. Elle est dangereuse parce que, dès qu'elle existe, plusieurs hommes de pouvoir pensent qu'elle peut leur appartenir. Voilà une intuition très simple, presque classique, mais qui donne au récit une colonne vertébrale. Le film peut se lire comme une fable sur l'orgueil. Borodin croit pouvoir encadrer une découverte qui dépasse son équipe. Jéricho voit immédiatement l'avantage militaire qu'il pourrait tirer d'une technologie aussi vaste. Ces deux personnages ne sont pas identiques, mais ils partagent une erreur. Ils regardent d'abord ce qui peut être utilisé avant de regarder ce qui doit être arrêté. Les dinosaures deviennent la preuve physique de cette erreur. Ils ne sont pas des outils dociles. Ils ne respectent pas les frontières, les uniformes, les plans ni les ambitions nationales. Ils mettent brutalement à nu la faiblesse de ceux qui prétendent les contrôler. Cette lecture n'est pas une thèse politique très profonde, et Primitive War ne cherche pas à devenir un grand traité sur la guerre froide. Il fonctionne plutôt par image. Un colonel veut garder la machine. Une scientifique connaît le coût humain du projet. Des soldats doivent exécuter un ordre dont ils comprennent soudain les conséquences. Ces images suffisent à poser une question intéressante. Que vaut l'obéissance quand la vérité a été cachée à ceux qui risquent leur vie? Baker n'est pas présenté comme un révolutionnaire. Il devient simplement un homme obligé de choisir entre la chaîne de commandement et ce qu'il juge nécessaire pour empêcher un désastre. La loyauté est l'autre grand thème. Tout au long du film, les membres de Vulture Squad sont liés par des choses qu'ils ne formulent pas toujours. Ils se couvrent, s'attendent, se cherchent, gardent une place pour celui qui manque. Cette fraternité ne reçoit pas la profondeur d'une chronique réaliste de la guerre, mais elle donne une température émotionnelle au récit. Primitive War comprend que la meilleure réponse à un danger absurde n'est pas seulement le courage individuel, c'est la capacité à reconnaître que l'on dépend d'autrui. Dans la vallée, personne ne survit parce qu'il est le plus fort. On survit ou on tombe selon la manière dont le groupe reste un groupe.
Sophia apporte une autre forme de loyauté, moins militaire et plus morale. Elle ne défend pas un drapeau. Elle défend l'idée qu'il existe des limites à ce qu'une personne peut laisser faire, même lorsqu'elle a été formée par le système qui a créé le problème. Son alliance avec les soldats ne fait pas disparaître les différences entre eux, mais elle montre qu'une responsabilité commune peut traverser les camps. Dans un film rempli de Russes, d'Américains et de tensions de guerre froide, cette idée vaut quelque chose. L'ennemi le plus dangereux n'est pas toujours celui dont on porte l'uniforme adverse. C'est parfois l'ambition qui transforme tout le monde en outil. Les animaux eux-mêmes permettent une lecture plus étrange. Ils ne sont pas vraiment les méchants. Ils sont dangereux, oui, et le film ne les adoucit pas. Mais ils ont été arrachés à leur monde et projetés dans une guerre humaine. Leur présence dérange l'ordre du récit parce qu'ils ne peuvent pas être intégrés à la logique habituelle. Un soldat peut identifier un ennemi, négocier une alliance ou exécuter une mission. Un tyrannosaure n'entre dans aucune de ces cases. Il suit des instincts, protège sa famille, défend un espace. Cette indifférence à la stratégie rend les dinosaures plus intéressants que de simples monstres programmés pour tuer. On peut y voir une idée de nature qui refuse d'être domestiquée, même si cette nature est arrivée par une expérience de science-fiction. Les humains veulent transformer chaque chose en ressource. Une vallée devient une zone d'opération. Une machine devient une arme potentielle. Un animal devient une cible ou un obstacle. Primitivoire fait dérailler cette logique en rappelant que la vie ne se range pas toujours dans les catégories de ceux qui veulent la gérer. Les prédateurs ne rendent pas la jungle sauvage, au sens facile du terme. Ils révèlent surtout combien les hommes étaient déjà perdus avant leur arrivée. Il faut cependant revenir à la limite la plus sérieuse du film. Utiliser la guerre du Vietnam comme décor pour une aventure fantastique comporte une responsabilité. Primitivoire évoque les traumatismes, les uniformes et la confusion de cette période, mais il ne donne pas une place équivalente aux expériences vietnamiennes. Son regard reste surtout celui de soldats américains et de leurs adversaires dans une fiction de guerre froide. C'est une restriction réelle. La reconnaître ne demande pas de rejeter le film en bloc. Cela demande de ne pas confondre l'imagerie du Vietnam au cinéma avec l'histoire du Vietnam elle-même. Les œuvres peuvent divertir tout en laissant des angles morts. Cette réserve est importante pour un public européen, habitué à interroger les représentations de guerre plutôt qu'à les recevoir uniquement comme décor. Elle peut même enrichir la discussion après le film. Qu'est-ce que Primitivoire emprunte au grand récit américain sur le Vietnam? Que laisse-t-il de côté? Que change l'arrivée des dinosaures dans cette imagerie? Le monstre permet-il de parler indirectement de la peur et du pouvoir, ou détourne-t-il l'attention de réalités plus complexes? Il n'y a pas une réponse unique, mais le simple fait de poser ces questions empêche le spectacle de devenir une consommation sans réflexion. Sur le plan du pur plaisir, le film reste très clair sur sa nature. Il ne demande pas à être aimé pour sa subtilité. Il demande qu'on accepte son ton, grave dans le jeu, généreux dans l'action, excessif dans le concept et parfois rugueux dans l'exécution. Si vous recherchez un récit parfaitement écrit, des effets indiscernables de la réalité et une approche historique très rigoureuse, ce n'est probablement pas le bon choix. Le film vous frustrera peut-être par sa durée, ses raccourcis ou ses images inégales. Mieux vaut le savoir avant de lancer la séance. En revanche, si vous aimez les projets qui tentent quelque chose que personne n'a vraiment validé à l'avance, Primitivoire mérite une chance. Il y a un plaisir particulier à voir un film indépendant assumer autant son idée. Lux Park ne fait pas semblant de n'avoir qu'une petite histoire. Il veut une escouade, une vallée, une installation secrète, plusieurs espèces de dinosaures, de la guerre froide et une véritable bataille de fin. Ce désir de grandeur est parfois plus important que le degré de finition atteint. On sent une œuvre qui veut offrir beaucoup au public, pas seulement cocher la case d'un concept viral. La meilleure recommandation est donc conditionnelle, et c'est la plus honnête. Regardez Primitivoire si l'affiche vous donne immédiatement envie de savoir comment une telle chose peut fonctionner. Regardez-le si vous aimez le cinéma de monstres qui porte ses défauts avec franchise, les films d'action australiens ambitieux et les mélanges de genres sans complexe. Regardez-le aussi si vous êtes curieux de voir ce qu'un réalisateur peut faire,
lorsqu'il refuse de réduire une idée sous prétexte qu'elle est trop grande pour son budget. Gardez simplement à l'esprit que le film est un pari, pas une machine parfaite. Ce qui me reste personnellement, ce n'est pas un plan isolé ni un chiffre de box-office. C'est l'image d'une équipe avançant dans une jungle où tout ce qu'elle sait devient inutile. Cette image résume bien le film. Des êtres humains équipés, organisés, persuadés d'avoir une mission, puis soudain confrontés à quelque chose qui les ramène à leur fragilité. Les dinosaures donnent une forme spectaculaire à cette fragilité. Mais l'émotion vient de la réponse humaine. Continuer, protéger les autres, choisir une limite, même lorsque les supérieurs demandent le contraire. Primitive War n'est pas encore un héritage cinématographique installé. Il est trop récent pour cela. Son influence dépendra de sa suite, de sa circulation internationale et de la manière dont les spectateurs continueront à le découvrir. Mais il a déjà gagné une chose plus rare qu'il n'y paraît, une identité. On peut l'aimer, le critiquer, rire de son audace ou admirer son acharnement, mais on ne le confond pas facilement avec un autre film. Dans un paysage où tant de productions se ressemblent, cette singularité est une petite victoire. Alors, si vous l'avez vu, la vraie discussion peut commencer. Est-ce que l'excès vous a emporté ou est-ce que les limites techniques vous ont sorti de l'aventure? Avez-vous aimé la manière dont le film traite son groupe de soldats ou auriez-vous voulu connaître davantage chacun d'eux? Et surtout, pensez-vous qu'une suite peut transformer cette curiosité indépendante en véritable saga de genre? Voilà des questions qui méritent mieux qu'une réponse rapide, parce que Primitive War est précisément le genre de film qui donne envie de débattre après le générique.